En août 2022, le plateau de BFM TV accueille Julie Graziani, une éditorialiste un poil conservatrice, oui c'est un euphémisme, et la chercheuse en politique climatique Yamina Saeb pour débattre d'une proposition choc. L'interdiction éventuelle des jets privés pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour la scientifique co-autrice du rapport du GIEC, il serait en effet peut-être temps d'envisager de stopper un certain nombre d'activités qui, au regard du défi que représente le changement climatique, n'ont, je cite, pas de sens. Toutes ces activités-là devraient être arrêtées. Donc alors, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, mais là, bien sûr. donc là, on peut même dire le jet privé, que ce soit pour un loisir ou pas. Ça n'a aucun sens, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Face à elle, Julie Graziani, on s'y attendait un peu, n'est pas vraiment d'accord avec cette proposition. Mais ce qui va faire la particularité de cet échange, c'est que l'éditorialiste va porter une accusation assez dérangeante. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse aussitôt dans le militantisme politique. Et loin d'être isolé, l'expression médiatique et politique semble désormais consacrée. Dès lors qu'un scientifique apporte publiquement son soutien à une cause liée à des enjeux écologiques, économiques, de justice sociale ou de lutte contre les discriminations, eh bien il prend le risque de se retrouver affublé de ce terme militant. Et on va pas se le cacher, il y a derrière cette étiquette un sous-entendu un peu péjoratif, voire disqualifiant. Car être militant, c'est s'inscrire très distinctement dans une certaine idéologie, c'est poursuivre un certain but politique, bref, c'est invariablement se trouver dans une démarche non neutre. Or, pour un ou une scientifique qui cherche justement à produire des connaissances de la manière la plus objective possible, n'est-ce pas un peu problématique que de faire preuve d'aussi peu de neutralité ? Alors, autant vous prévenir tout de suite, en posant ce sujet, sachez qu'on ouvre en quelque sorte une gigantesque boîte de Pandore politico-scientifique. Le sujet est sensible, il touche au rôle des scientifiques dans la société, à la légitimité du politique, à la neutralité scientifique, bref, il pose tout un tas de questions qui vont heurter beaucoup de présupposés idéologiques qui forment la base de nos sociétés modernes. On part donc dans une véritable quête de compréhension de la place de la science et de la politique dans nos sociétés. On va parler engagement, quatrième pouvoir, paradigme science politique, bombe atomique et responsabilité de la science. Putain, j'ai déjà mal au crâne. Bienvenue dans l'Argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Ça ne vous aura pas échappé, les scientifiques sont de plus en plus nombreuses et nombreux à s'engager dans les grands débats de société. Et face à l'intensification et à la radicalisation croissante des scientifiques sur certains sujets, eh bien les réactions sont pour le moins partagées. Si certains groupes et associations saluent ces prises de position publiques, vues comme un cri d'alarme face à l'inaction politique, d'autres ne voient pas, mais alors pas du tout d'un très bon œil, ces nouvelles formes d'engagement de la part des scientifiques. Le climat n'est-il pas le prétexte pour des climatologues militants de condamner définitivement notre élevage ? Car pour eux, le militantisme des scientifiques pose un très gros problème, celui de risquer de brouiller la limite entre science et politique et de décrédibiliser la science elle-même. Les critiques vont généralement tourner autour de deux arguments fondamentaux qu'on va retrouver sous différentes formes, mais qu'on va résumer ici. Premièrement, en venant sur le terrain de la lutte politique, les scientifiques sortiraient de leur rôle, qui est celui de décrire objectivement le monde tel qu'il est, pour entrer dans le domaine du prescriptif, c'est-à-dire de la vision du monde tel qu'il devrait être. Ce mélange des genres peut s'avérer particulièrement dangereux, en imposant des vérités scientifiques supposément indépassables dans le champ de la délibération politique, les scientifiques pourraient en venir, sans aucun mandat, à se substituer aux politiques dans la prise de décision. L'annonce d'un monde dans lequel nos normes, nos comportements, notre mode de vie, notre quotidien, nos loisirs, nos rêves aussi, ce qu'on a le droit de trouver sensé ou pas sensé en termes d'activité, de loisirs ou autres, serait dicté par le GIEC qui produirait en annexe de son rapport une liste des activités autorisées. Pour éviter de s'aventurer sur cette pente glissante, les scientifiques ont donc une sorte de devoir de neutralité, une clause de non-ingérence vis-à-vis du monde politique. Ceux qui décident, ce ne sont pas les scientifiques. Ceux qui décident, ce sont les politiques. Si les politiques l'ont décidé,
il faut le faire. Le deuxième argument régulièrement mobilisé contre le militantisme des scientifiques, c'est celui de la potentielle décrédibilisation de la science elle-même. Car en militant, les scientifiques donnent en quelque sorte la preuve de leur position idéologique, de leur biais personnel. Un tel niveau d'engagement va donc nécessairement entraîner une suspicion. Ces scientifiques militants ne risquent-ils pas de produire, même involontairement, des connaissances scientifiques biaisées, du savoir à sens unique, rempli d'angles morts, bref, une science au rabais, ignorant la nuance et la complexité du monde? C'est notamment la position défendue par la sociologue Nathalie Heinick dans son tract de 2021 édité chez Gallimard et intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Cette suspicion pose un réel problème, car cela touche à la fabrique des connaissances scientifiques elles-mêmes, qui doit se faire de la manière la plus neutre et objective possible, suivant des méthodes et des principes rigoureux. Et parmi ces principes, on trouve la neutralité axiologique du célèbre sociologue Max Weber, auteur de 2 textes écrits entre 1917 et 1919 et désormais réunis dans un livre fondateur de la sociologie des sciences, Le savant et le politique. Le sociologue y théorise une nécessaire mise à distance des valeurs et de l'idéologie comme préalable à toute production de connaissances scientifiques. S'investir autant dans une cause politique, fût-elle noble et juste, et donc problématique, car plus rien ne peut alors garantir la neutralité axiologique du scientifique militant. A-t-il vraiment mis à distance ces valeurs dans sa pratique scientifique ? Pire, en acceptant ce militantisme, le monde scientifique ouvrirait la porte à une terrible dérive, celle d'une science qui perdrait son statut de productrice de faits objectifs pour sombrer dans une subjectivité perpétuelle des connaissances. Bref, on ne pourrait tout simplement plus avoir confiance dans la science, car rien ne la distinguerait de toute autre analyse ou croyance mêlant description et opinion. Au final, il semble donc assez inacceptable de se livrer au militantisme sous couvert de science. Non seulement cela brouille la distinction nécessaire entre le monde scientifique et le monde politique, mais en plus, cela entache la crédibilité de la science elle-même en dérogeant à l'un de ses principes pourtant fondamentaux pour produire des connaissances objectives, la neutralité axiologique. Les 2 arguments sont implacables, sauf à vouloir la fin de la démocratie, la fin de la science, voire la fin des 2, militantisme politique et science ne sont pas compatibles. Sauf que... Bon, je pense que vous connaissez désormais le principe de la chaîne, et donc, vous devriez savoir ce qui va suivre. Mais dans le cas où vous découvrez la chaîne avec cette très longue vidéo, déjà, bravo et bienvenue, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, le partage, tout ça. Vous traînez normalement suffisamment sur YouTube pour connaître le principe. Bref, si je dis très longue vidéo, c'est que ici on va s'employer à minutieusement contre-argumenter, nuancer et un peu démonter ces arguments. Parce que non seulement ils véhiculent un paquet d'idées reçues sur la science, mais surtout parce qu'ils empêchent de comprendre les véritables enjeux qui agitent l'interface science-société de nos jours. Et ici, quand on argumente, on utilise toujours des sources bien solides. Et ça tombe bien, puisqu'il se trouve qu'entre 2020 et 2024, donc c'est tout récent dans le monde scientifique, certaines structures scientifiques comme le COMETS, le comité d'éthique du CNRS, ou l'université de Lausanne, l'UNIL en Suisse, se sont emparés de cette question. Et ils ont produit divers documents, rapports, avis et même journées d'études retransmises sur YouTube entièrement consacrés à cet épineux sujet. Ça fait donc pas mal de sources et en français en plus, je vous prie, ce qui est doublement chouette. Je vous mets donc, comme d'habitude, l'ensemble des liens en description. Bref, la première chose que l'on note lorsqu'on se penche sur ces sources, c'est tout d'abord qu'elles répugnent un peu à utiliser le terme de militant ou de militantisme, auquel elles préfèrent le terme d'engagement. La question peut paraître triviale, mais elle a en réalité son importance dans le monde scientifique. Dans son avis intitulé « Entre liberté et responsabilité, l'engagement public des chercheurs et chercheuses », le COMETS précise ainsi, dès la 8e page, la notion d'engagement est préférée à celle de militantisme, péjorative, qui tend à occulter la dimension souvent vertueuse de l'engagement. Cette distinction entre scientifiques engagés ou scientifiques militants semble donc assez importante aux yeux des personnes concernées. Et c'est une distinction qu'on retrouve d'ailleurs assez régulièrement dans le monde du journalisme, où là encore on préfère parler de journalistes engagés plutôt que de journalistes militants.
Le caractère péjoratif du terme est donc tout à fait identifié par la communauté scientifique. Et j'irai même un peu plus loin, c'est un qualificatif particulièrement redouté dans ce milieu. Car comme on l'a dit, ce qui est sous-entendu dans cette accusation de militantisme, eh bien c'est évidemment la possibilité que la science soit détournée et mobilisée comme un argument d'autorité au service d'une certaine idéologie. C'est donc une attaque assez violente, puisqu'elle remet en cause l'intégrité professionnelle du ou de la scientifique concernée. Conscients de cet effet disqualifiant et ne souhaitant pas passer pour des idéologues détourneurs de science, les scientifiques préfèrent donc très largement la notion d'engagement, beaucoup moins connotée, qu'ils distinguent de la notion de militantisme. Ouais, d'accord. En gros, c'est un moyen rhétorique d'esquiver la critique en militantisme, quoi. Super, l'argumentarium. Franchement, bel effort d'argumentation, rien à dire. Je vous rassure, le désarmement rhétorique n'est pas la seule raison pour laquelle ces professions distinguent l'engagement du militantisme. Il y a aussi une raison de fond. Le militantisme est en fait généralement identifié comme une forme particulière d'action citoyenne au service d'une cause, indépendamment d'une quelconque situation professionnelle. Et c'est vrai que cette caractéristique permet de mieux comprendre en quoi, en règle générale, les scientifiques comme les journalistes n'aiment pas trop être taxés de militantisme. Très souvent, leur engagement dans un débat de société est vu comme une pratique découlant de leur activité professionnelle. Ils et elles ne s'engagent pas parce qu'ils cherchent à défendre une cause absolument, mais parce qu'ils sont détenteurs d'un savoir spécifique qui s'avère nécessaire pour prendre certaines décisions. Si le militantisme peut donc être une forme particulière d'engagement, il ne faut pas pour autant confondre les deux, surtout quand l'usage rhétorique du premier va servir à disqualifier le second. Ouais, d'accord, admettons. Mais bon, tu noies un peu le poisson, Il y a plein de formes d'engagement qui posent pas vraiment de problème. Ce qui crispe, c'est quand un scientifique va aller au-delà de son rôle et commencer à mettre de ses propres valeurs idéologiques dans son propos d'expert. Et effectivement, vous n'avez pas tort. Il y a engagement et engagement. L'avis du COMETS ou le rapport de l'UNIL sont ainsi assez clairs sur ce point. Ce dont il est question ici, c'est de l'engagement public, c'est-à-dire toute intervention publique d'un chercheur ou d'un ensemble de chercheurs dont l'autorité est liée à sa position dans le champ scientifique et dont le contenu présente un aspect normatif, c'est-à-dire une prise de position évaluative ou prescriptive sur les enjeux moraux, politiques ou sociaux. Sont donc exclus de l'avis un énorme éventail de pratiques qui sont pourtant considérées comme de l'engagement par de nombreux et nombreuses scientifiques, comme la vulgarisation, l'expertise à des fins de décision politique, ou encore la participation à l'information scientifique via des blogs, des articles ou des magazines spécialisés. Sont également exclus les formes de militantisme ou d'engagement citoyen, comme le syndicalisme ou le mandat politique. Si vous avez vu ma vidéo sur les législatives, vous savez normalement désormais qu'il y a des élus scientifiques, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais également à l'échelon local. Les auteurs identifient donc très bien les limites entre 1. L'engagement pour la diffusion des sciences, mais qui reste dans le domaine du descriptif. 2. L'engagement qui relève d'un engagement citoyen, syndical ou politique, sans rapport direct avec la science. Et 3. L'engagement qui relève d'un engagement scientifique, normatif et donc porteur de valeurs politiques. Et c'est bien cette troisième forme d'engagement qui est étudiée dans ce cadre. Et ce qu'il faut retenir, eh bien c'est que ni l'avis du COMETS ni le rapport de l'UNIL ne considèrent a priori cet engagement comme problématique, à proscrire ou même en contradiction avec l'activité scientifique. Quoi ? Attends, tu veux dire qu'il n'y a pas de problème pour qu'un ou une chercheur donne un avis politique en tant que scientifique ? Eh ben non. Mais même en mode désobéissance civile ? Ce point est un peu délicat, mais s'il considère que c'est à la justice de se prononcer sur la légalité et donc sur la nécessité d'appliquer une sanction pénale, sur le principe en lui-même, il n'y a pas lieu, a priori, de sanctionner un scientifique pour avoir pris part à une telle action, tant qu'il n'a pas dérogé aux règles déontologiques de la science. Non mais comment on peut justifier de ça ? Et la limite entre science et politique ? C'est la porte ouverte à toutes les dérives, enfin. Eh bien, c'est là qu'on rentre dans le nerf de la guerre. Car il y a en réalité un paquet de bonnes raisons d'arriver à cette conclusion. Au départ, évidemment, comme le COMETS le rappelle, il y a ce fameux principe de limite entre science et politique. Il est généralement convenu que la séparation du savant et du politique constitue un principe élémentaire de la pensée politique moderne.
Le scientifique se contenterait de produire des faits et ne devrait pas s'immiscer dans les questions politiques. En gros, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Attends, je rêve ou tu viens de nous traiter de moutons? Et on a envie de dire tant mieux, hein, c'est très bien comme ça. Ah bah d'accord, c'est assumé en plus. Mais on l'a vu suffisamment de fois sur cette chaîne. Cette limite est en réalité poreuse. Le politique a souvent besoin de science pour prendre des décisions. Et la science a besoin de politique pour orienter la recherche. Pour reprendre donc le Comet à nouveau, si le principe mérite d'être conservé, en pratique, la frontière entre science et politique est peu étanche. Même si les deux domaines obéissent à des logiques et à des normes très différentes et doivent être correctement articulés, on ne saurait prétendre que la science serait d'un côté et la politique de l'autre. Et de fait, on sent bien que c'est pas vraiment de limite stricte entre science et politique dont il s'agit. C'est plutôt une sorte de neutralité à conserver dans l'espace public, dans les paroles prononcées, et notamment dans les médias. Dans le rapport de l'UNIL, on parle d'ailleurs de neutralité des énoncés ou de neutralité des prises de parole publiques. Et ce qui est également dit, c'est que, même si elle est attendue, à nouveau, cette neutralité est assez illusoire. Tout d'abord, diffuser les connaissances scientifiques, ça se fait dans un certain contexte, médiatique et politique. Il y a bien des enjeux, des attentes, des problématiques qui traversent en permanence la société et qui constituent souvent le cadre dans lequel les scientifiques interviennent. Le simple fait d'intervenir dans ce contexte n'est donc pas neutre, quand bien même on se contenterait d'énoncer des résultats objectifs et factuels. Ces derniers viendront en effet mécaniquement fournir des arguments allant dans un sens ou dans l'autre, et les scientifiques le savent très bien. Et dans de très nombreuses situations, les scientifiques ne vont pas remettre en question la pertinence du cadre dans lequel ils interviennent, des présupposés qui guident les questions ou des objectifs politiques qui les sous-tendent, surtout s'ils y adhèrent. Cette continuation un peu naturelle entre description et prescription est d'autant moins critiquable que c'est un travail qu'on leur demande de plus en plus régulièrement. Les scientifiques sont désormais très souvent sollicités et incités à intervenir auprès de divers acteurs de la société, dans les médias certes, mais aussi auprès de l'État, de collectivités, d'associations, d'entreprises, etc. Et ce qu'on leur demande, c'est de diffuser leurs connaissances, certes, mais c'est aussi d'aider à la prise de décision, d'orienter les choix d'innovation et justifier telle ou telle politique publique. Donc en plus d'être un peu hypocrite, et probablement inutile, ça demanderait surtout un effort mental absolument colossal aux scientifiques que de resituer en permanence leur discours d'un point de vue purement descriptif. Pour le rapport de l'UNIL comme pour l'avis du Comet, le constat est donc sans appel. Demander aux scientifiques d'opérer une stricte distinction entre descriptif et prescriptif, c'est fondamentalement leur demander l'impossible. Bon, ok, c'est peut-être exiger un peu trop de la part des scientifiques de se détacher complètement de leurs valeurs politiques au moment où ils diffusent leur savoir. Admettons. Ils doivent quand même bien respecter une certaine limite, non? Sinon, ils pourraient finir par imposer leur choix politique sous couvert de science. Et effectivement, la crainte semble à première vue légitime. Il faut bien reconnaître que le revers de la médaille, quand on implique de plus en plus les scientifiques dans des débats politiques, c'est que ça peut amener à verrouiller le débat plutôt qu'à l'éclairer. Après tout, c'est bien le scientifique l'expert, Dès lors, comment se sentir légitime pour tenter de lui apporter de la contradiction? C'est exactement la situation dans laquelle s'est retrouvée Madame Graziani dans ce fameux débat sur BFM TV. Comment débattre avec une scientifique de renom qui vient expliquer que, de son point de vue d'expert sur les questions climatiques, les jets privés n'ont pas de sens. Elles luttent pas à armes égales, enfin. Leur pouvoir en tant qu'experts est d'autant plus grand que les scientifiques jouissent d'un très grand degré de confiance de la part de leurs concitoyens, ce que les politiques et les éditorialistes savent très bien. Face à un pouvoir politique, religieux ou économique, la science peut en effet jouer un rôle de véritable contre-pouvoir. En cela, c'est une profession qui peut à nouveau se rapprocher de la profession journalistique, dans ce qu'on appelle communément le quatrième pouvoir, le pouvoir d'information. Et on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ou comme le dit le Comet dans son avis, cette responsabilité est d'autant plus grande que sa parole et son action possèdent un poids particulier dans l'espace public. Il doit donc être conscient de cette position et la mettre à profit, sans en abuser. Cette perception du pouvoir et donc de la responsabilité du scientifique est donc tout à fait connue dans ce monde. Mais notons que s'ils jouissent en effet d'un grand pouvoir de persuasion, les scientifiques
répugnent généralement à en abuser. D'abord justement parce qu'ils savent qu'ils jouent à chaque intervention une partie de leur crédibilité scientifique. C'est un risque individuel pris par chaque scientifique à chaque fois qu'il ou elle sortent d'un canal convenu du milieu académique. Ils et elles vont se retrouver dans une autre arène qui certes, dans la majorité des cas, respecte leur statut, mais qui peut, par ignorance ou par malveillance, les mettre en difficulté, en les obligeant à prendre position, en les éloignant de leur domaine de compétences, voire en détournant une partie de leurs propos pour leur faire dire plus que ce qu'ils ne disent. Mais qu'on comprenne bien, vous ne défendez pas un monde sans loisirs, mais un monde sans ce type de loisirs. Non, je ne défends rien du tout. J'essaie d'expliquer uniquement. Ensuite, parce qu'en s'exprimant en tant que scientifiques, eh bien, ils endossent, bien malgré eux, la figure de représentant de la science TM, un univers qui reste encore assez éloigné, mystérieux et un peu impressionnant pour le reste de la société. On n'a pas vu le scénario. Okay. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez compris. Si, il y a quelque chose de plus... on te regarde comme ça avec des yeux un peu, mais presque on est admiratif. Ça devient vexant. Analogie, c'est l'analogie. Même s'il s'agit d'un biais, personne ne peut parler au nom de la science. C'est un biais que les scientifiques savent très répandu dans la société. Et s'ils venaient à faire un écart, à dire une bêtise au nom de la science, ils mettraient à leur échelle la crédibilité de leur institution, voire de la science tout entière, en péril. L'autorité scientifique est donc une arme à double tranchant. Même dans leurs formes les plus engagées, les scientifiques conservent cette perception du pouvoir d'autorité qu'ils détiennent et de cette limite à ne pas franchir. Le scientifique en rébellion Sylvain Cupel, chercheur à l'IRD, qui a passé plusieurs jours en prison en Allemagne suite à une action de désobéissance civile, m'a ainsi confié: nous restons très vigilants à ne pas mobiliser d'arguments d'autorité, comme si nous parlions au nom de la science, surplombant l'arène politique. Nous savons que nous sommes sur une ligne de crête, et nous faisons attention à ne pas franchir cette limite, même si c'est difficile. Enfin, troisième et dernière raison pour laquelle les scientifiques répugnent à abuser de ce pouvoir, c'est la reconnaissance de la légitimité du politique à décider. Donc, on n'est pas du tout là pour prendre des décisions à la place du gouvernement. Justement, dans nos recommandations, on essaie très attention, ou en tout cas, on est très, très conscient de ne pas prescrire les politiques publiques. C'est bien sûr au gouvernement de prendre des décisions. Car à l'origine de cette séparation des pouvoirs, on a en fait des légitimités très différentes. Le monde scientifique tire sa légitimité de sa capacité à produire, accumuler et articuler du savoir selon un système d'évaluation qui lui est propre. Les scientifiques sont ainsi évalués par leurs pairs en fonction de leur diplôme, de la qualité et de la quantité de leur production académique, du nombre de citations, du caractère novateur de leurs recherches, etc. C'est un système de légitimité dit épistocratique, c'est-à-dire que le pouvoir revient à ceux qui savent. Mais le monde politique, lui, ne fonctionne pas comme ça. Les politiques tirent leur légitimité du système électoral, qui les place comme seuls représentants de la volonté populaire, et donc seuls à pouvoir décider de manière souveraine. C'est une légitimité dite démocratique. Et si la légitimité des politiques à décider est si importante en démocratie, c'est parce que ces derniers sont considérés comme responsables des conséquences de leurs choix. Les citoyens peuvent en effet se retourner contre eux en cas d'accident, d'échec ou d'inaction, que ce soit directement dans les urnes, en les privant de leur vote à l'échéance suivante, soit par des actions en justice pour manquement à certaines obligations. Bon, enfin, ça, c'est le principe général. Mais en cas d'erreur dans leur modèle, leurs prédictions ou leurs analyses, devant qui sont responsables les scientifiques? Eh bien, ma foi, devant leur père. Et c'est tout. Et ça leur va très bien, merci. Ils et elles ne souhaitent pas particulièrement qu'on leur reporte une quelconque responsabilité politique, ou pire, une responsabilité légale. À cet égard, la condamnation de 7 géologues en 2012 en Italie pour leurs erreurs d'expertise quelques jours avant le terrible séisme de l'Aquila qui avait fait plus de 300 morts avait constitué un choc dans la communauté scientifique. Et si finalement les chercheurs avaient été acquittés en appel, eh bien la simple éventualité de pouvoir se voir condamnés pour les conséquences de leur expertise scientifique a été dénoncée comme un dangereux précédent. Les scientifiques sont donc toujours structurellement très hostiles à l'idée d'empiéter sur le domaine du politique. Ok. Mais alors pourquoi ils interviennent autant du coup maintenant? Eh bien parce que de la légitimité épistocratique va naître
un autre type de responsabilité, une responsabilité sociale, celle d'éclairer et d'informer la population sur l'état des connaissances. D'où l'engagement historique des scientifiques vis-à-vis de la société à travers tout un tas de pratiques dont on parlait au début de cette vidéo. Et ce que les scientifiques rappellent dans ces différents rapports et avis, mais aussi ailleurs, eh bien, c'est que ces formes d'engagement ne viennent pas de nulle part. Elles ont chacune leur histoire, très liée à l'histoire politique du pays. En France, on trouve les premières formes d'engagement dès la fin du 19e siècle, à travers notamment l'affaire Dreyfus. Nombre de scientifiques vont en effet prendre publiquement position pour défendre l'officier juif, non pas seulement en tant que citoyen, mais en tant que savant. Car pour eux, la manière dont les institutions ont mené leur enquête n'est absolument pas rigoureuse. Et si celles-ci avaient voulu établir la vérité, elles auraient dû appliquer une méthode scientifique, rationnelle et basée sur la preuve. Et dans ce cas, l'innocence de Dreyfus ne fait rigoureusement aucun doute. Cet événement sera le marqueur d'un attachement tout particulier du monde savant aux valeurs de la République, contre l'Ancien Régime et l'obscurantisme. Une fidélité que l'on retrouvera tout au long du XXe siècle, fondée sur une idée d'une science émancipatrice par nature, car universelle et vectrice de progrès technique et social, cet engagement se fait donc au nom de la science, pour les vertus de paix et de raison qu'elle est censée incarner. Collaboration intellectuelle de toute l'humanité, victoire de la rationalité sur l'obscurantisme, production de connaissances et de solutions techniques mettant les humains à l'abri du besoin, guérissant les maladies, garantissant les rendements, etc. C'est de cette première forme d'engagement que sont par exemple issus les mouvements rationalistes dans les années 30, comme l'Union rationaliste, qui donneront naissance par la suite à d'autres structures engagées comme l'AFIS, dont on a déjà parlé sur cette chaîne lors de notre trilogie sur le glyphosate. Mais même si cette manière de s'engager pour la société est toujours d'actualité aujourd'hui, on l'a vu dans le rapport du COMETS, elle n'est plus vraiment considérée comme de l'engagement public ou politique à proprement parler. Militer pour la science, pour reprendre l'expression du sociologue Sylvain Laurence dans son livre éponyme, n'est paradoxalement plus vraiment considéré comme du militantisme, tant la diffusion des sciences s'est imposée comme un élément absolument indispensable à une société démocratique moderne. Mais l'autre raison pour laquelle cette pratique n'est plus tout à fait considérée comme de l'engagement politique, eh bien c'est parce qu'aux yeux de certains scientifiques, celle-ci a montré ses limites au milieu du XXe siècle. Principalement parce que... comment dire... Entre 1943 et 1945, au nom d'une idéologie délirante et avec l'aide d'une science pervertie, un homme va tuer ou mutiler des centaines voire des milliers de personnes. Dans son laboratoire, il continuera de développer de nouveaux produits chimiques et engrais. Par exemple, le Zyklon A, un pesticide qui sera la base du Zyklon B. Dans notre petit camp à Würzburg, on prenait une personne, on l'emmenait dans un bassin d'eau glaciale, on trempait la personne dedans et il y avait un supposé scientifique qui était assis avec un chronomètre et puis chronométrait le temps qu'on va durer. An estimated 145,000 people died within seconds. Tiens, je viens peut-être de perdre ma toute fraîche et toute petite monétisation là. Et sachez d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, que vous pouvez désormais soutenir mon travail sur Tipeee, sur KissKissBankBank ou sur Patreon. Car sachez que je fais absolument tout seul, de l'enquête aux entretiens, du script au tournage, du montage à l'animation des réseaux. Donc voilà, si vous pouvez m'offrir un petit café, ça m'aiderait bien. Surtout que j'en bois beaucoup pendant que je travaille. Bref, reprenons dans la joie et la bonne humeur. L'horreur de la Seconde Guerre mondiale et les ravages de certaines pratiques permises par les progrès de la technologie ont un poil écorné la vision d'une science universellement émancipatrice, naturellement bienfaitrice et facteur de progrès. Car non seulement la science n'a rien pu faire pour empêcher ces désastres, mais elle y a même parfois activement participé. Ces événements et le début de la guerre froide, associés à un risque d'une guerre nucléaire cataclysmique, ont ainsi mis les scientifiques face à une question éthique fondamentale. Sont-ils en partie responsables des conséquences des connaissances qu'ils produisent? Et au-delà d'accompagner le transfert de ces connaissances vers la société, doivent-ils s'engager pour s'assurer de leur bon usage, voire de leur non-usage?
À partir des années 50 et 60, va donc se développer un autre type d'engagement des savants, beaucoup plus politique, le chercheur ou la chercheuse responsable. Deux lignes vont alors coexister au sein de la communauté scientifique au regard de l'engagement, qui, vous allez le voir, vous seront un peu familières. La première ligne considère globalement que ce n'est pas aux scientifiques de se prononcer sur l'usage qui peut être fait des connaissances qu'ils produisent. Cette ligne, héritière d'une pensée autonomiste de la science, considère que cette dernière doit rester neutre, à distance de la chose politique, et doit avant tout poursuivre sa quête de production de nouveaux savoirs. Son engagement peut donc consister à éclairer les décisions par l'expertise, à participer à la création d'une culture scientifique pour la population, ou à diffuser de l'information scientifique dans les médias, mais sans donner son opinion politique. La deuxième ligne, plus moderne, considère que les scientifiques ont une responsabilité éthique vis-à-vis des usages ou des mésusages des connaissances qu'ils produisent, surtout si celle-ci s'avère particulièrement désastreuse. En première ligne pour constater les effets et les dégâts provoqués par l'être humain, mais également parfois à l'origine de ces développements technologiques, les scientifiques doivent donc s'exprimer politiquement en tant que tels, alerter sur les risques de tel ou tel choix technologique et parfois refuser de participer à certaines recherches. Ces deux lignes ne sont évidemment pas figées, les deux pensées peuvent tout à fait habiter un même scientifique. Ce que l'histoire des sciences et des techniques nous rappelle, c'est donc que chacune de ces formes d'engagement successives dispose d'une certaine légitimité située. Elles sont apparues, se sont développées et ont parfois évolué dans le temps en fonction du contexte politique. Et au risque de ne pas vous surprendre, sachez qu'aucune de ces formes d'engagement ne s'est développée sans susciter son lot de controverses et de résistances conservatrices, invoquant à chaque fois les mêmes arguments d'une science potentiellement détournée au profit d'une certaine idéologie. Une idéologie de gauche, on va pas se le cacher. Parce que bon, que ce soit l'engagement républicain du début du siècle, l'engagement socialiste et communiste des rationalistes des années 30, l'engagement pacifiste et antinucléaire des années 60 et 70, ou l'engagement écologiste des lanceurs d'alerte des dernières décennies, va falloir commencer à assumer un peu le clivage gauche-droite. En conscience de cette perspective historique, les nouvelles formes d'engagement de ce début du XXIe siècle, d'activisme scientifique et de désobéissance civile, sont-elles vraiment à distinguer des précédentes? Ne peuvent-elles pas tout simplement être considérées comme une nouvelle réaction légitime des scientifiques s'opérant dans un certain contexte politique? Ok. Et c'est quoi le contexte actuel qui légitimerait ces nouvelles formes d'engagement? Le contexte, c'est celui d'une situation particulièrement bloquée entre un monde scientifique qui considère avoir activé tous les leviers possibles de transfert des connaissances scientifiques et un monde politique qui persiste à ignorer ces connaissances. À ce moment-là, se produit l'incontournable problème éthique que tout scientifique s'est un jour posé dans sa carrière, le paradoxe de la science en démocratie. Ou pour le dire autrement, que faire quand le pouvoir politique refuse de suivre les connaissances scientifiques? C'est vrai qu'on assiste là à un véritable conflit de légitimité, un conflit de pouvoir tout à fait fondamental. Pour un scientifique démocrate, le dilemme est terrible. Doit-il laisser le monde politique appliquer ces mesures désastreuses, quitte à ce que tout le monde en paye le prix? Ou doit-il intervenir dans le processus pour l'en empêcher, quitte à rompre le principe démocratique? Vous savez quoi? Même là, même face à ce dilemme cornélien qui les torture intellectuellement, invariablement, vous constaterez que les scientifiques renoncent systématiquement à toute velléité d'exercice du pouvoir politique à la place des représentants. Ils et elles iront peut-être manifester leur colère dans la rue, rejoindront des collectifs de lutte, ils iront se coller la main contre des portes et passeront peut-être quelques nuits en prison. Mais ils ne dérogeront pas à la règle. En démocratie, la décision doit toujours revenir aux élus, quitte à aller jusqu'à péter un plomb sur une grande chaîne d'infos à la télé.
Mais donc on impose des choses? Certainement pas, c'est la démocratie. Ils ont décidé de ne pas le faire, on ne le fait pas. Et on laisse la planète mourir. Voilà, et on s'adapte aux impacts. Si les gens veulent se suicider collectivement, c'est leur responsabilité, c'est leur droit. En tant que scientifique, j'ai pas la prétention de dire « je vais aller vous sauver de votre suicide collectif, suicidez-vous ». D'où la crise actuelle du paradigme science politique. Comment dépasser le paradoxe de la science en démocratie sans abîmer la démocratie et sans abîmer la science. Pour Sylvain Kupel, à nouveau, le phénomène de scientifique en rébellion n'est pas une anomalie de la relation science-société. C'est la cristallisation d'une tension qui existait déjà avant et qui atteint une sorte de point critique dans le contexte actuel. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que c'est d'une tentative de résoudre ce dilemme, tout en respectant le principe de démocratie, qu'émergent ces nouvelles formes d'engagement plus volontaires, plus activistes et moins axées sur une prétendue distance à entretenir entre les mondes scientifiques et politiques. Considérer que cet engagement, cet activisme pose un problème d'ingérence des scientifiques dans le monde politique, c'est donc faire un gigantesque contresens. C'est justement parce qu'ils respectent cette limite, même face à la catastrophe écologique et climatique, dont ils sont les premiers témoins, qu'ils agissent ainsi. Ouais. Ok. Admettons. Mais bon, est-ce que t'aurais pas, à nouveau, complètement noyé le poisson? Parce que bon, je suis désolé, mais après ce très long détour étymologique et historique de la notion d'engagement et de légitimité, bah t'as pas du tout répondu au deuxième argument sur la neutralité axiologique. Parce que c'est bien beau de dire que les scientifiques ont une responsabilité éthique du fait du savoir qu'ils détiennent. Mais encore faut-il que leur savoir soit suffisamment fiable pour venir contester les décisions politiques sur cette base. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, hein, les scientifiques responsables peuvent même faire le choix conscient et motivé de refuser de faire certaines recherches. Tu t'es tiré une balle dans le pied, en fait. Tu viens presque de faire la très longue démonstration que la science produite dans ces conditions d'engagement n'est pas neutre du tout, soit l'exact reproche qui lui est fait. Mais vous avez tout à fait raison. Bravo! Vous avez très bien suivi le fil argumentatif. C'est très impressionnant. Mais honnêtement, avec tout ce qu'on a vu des intrications entre science et politique, ce respect hypothétique de la neutralité axiologique, est-ce que c'est vraiment une question d'engagement? Hein? Bah, bien sûr, enfin. Ah bon? Les scientifiques non engagés seraient donc moins sujets aux biais cognitifs et aux orientations politiques que les autres. Leur non-engagement est-il vraiment la preuve, au passage, qu'ils n'en pensent pas moins? Et d'ailleurs, le fait de ne pas s'engager politiquement dans une situation qui semble l'exiger moralement, est-elle vraiment le signe d'une totale neutralité? Oui, sûr et certain. Oh merde.